sais, de la tech, à la fin, tout est basé autour de l'humain. Nous, l'utilisation du modèle, oui, tout ça est technique, mais à the end of the day, c'est des utilisateurs qui sont humains qui doivent l'utiliser dans les processus d'affaires. Fait que moi, mon strength, c'est de le communiquer à mon équipe, puis de l'amener, tu sais, en termes de cas, bon, ben voici qu'est-ce qu'on a besoin, puis on se challenge en interne pour comment on va le faire de la meilleure manière. On hit le road et samedi soir, notre lunch en pas les sous-vides. J'ai pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire. Les 101 coups, on les a fait, je repars avec mes souvenirs. Je continue de vivre cette life jusqu'à mon dernier soupir. What's up, folks? C'est François Lantinado. Bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game de vous abonner ou nous laisser un review. On publie ça gratuitement, tout ce que ça vous coûte, c'est un review. Prenez 2 minutes, ça nous motive big time. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saspace.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire. On est au-dessus de 230 startups. Vous pouvez modifier votre profil existant, il y a un bouton mauve pour ça. Le prochain événement, ça se passe, a lieu aujourd'hui, jeudi le 19 octobre à Québec dans les bureaux de Equisoft. On jase fusion et acquisition SaaS avec François Levasseur. On est sold out. Si vous veniez de l'extérieur pour ça ou teniez vraiment à être là, juste me DM LinkedIn, je vais voir ce qu'on peut faire. Ok, la job du mois, ça se passe. Pour octobre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app. Courriel, chat, SMS, DMs et plus encore. Missive sont à la recherche d'une personne senior en programmation back-end ou full stack. C'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On a utilisé Missive chez Snipcart, on continue de l'utiliser dans notre agence Grip aujourd'hui et même chez Ça se passe. C'est de la bombe comme produit et poste à combler, donc sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saspace.com/lajobdumois sans tiret. Vous allez trouver une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Raphaël Masson, cofondateur et CTO. Si vous voulez commanditer une des prochaines jobs du mois, écrivez-nous à bonjourhi@saspace.com ou glissez dans mes DMs LinkedIn. Ok, segment produits et services SaaS. Pour octobre, le partenaire en spotlight, c'est Jameo, une plateforme de design et livraison de vêtements d'équipe hyper personnalisée. Très stoked d'avoir le support de Jameo, je suis moi-même un client satisfait. Tous les hoodies Ça se passe viennent de là, ils sont beaux, confo, l'expérience de design, d'accompagnement, de livraison, ça a tout été seamless. Jameo offre une gamme de produits éthiques, variés, tous carbo-neutres. C'est des hoodies, polars, tucs, t-shirts, name it. Ça vient aussi avec un service de design gratuit, donc vraiment une expérience clé en main. L'équipe offre un rabais de 200$ sur une première commande à tous les auditeurs Ça se passe. Juste entrer le code promo Ça se passe, SAASPASSE, dans le checkout. L'offre expire le 6 novembre, mais si vous commandez avant le 20 octobre, ils ont une garantie que ça sera livré avant Noël, donc ça fait un foutu beau cadeau d'équipe. Check it out sur jameo.com/fr, jameo.com/fr. Le cofondateur Benoît Quimper et moi, on parle aussi de la compagnie, des produits, de l'offre promo, puis de plus encore dans un petit chat vidéo qui est dispo sur saspace.com/jameo, sur notre YouTube ou en show notes. Ok, aujourd'hui sur le pod, je jase avec Thomas Paquin-Lamontagne, fondateur chez Visao, une plateforme de visualisation 3D de produits. On discute de la genèse et la validation de Visao, l'arrivée d'un enfant dans une vie d'entrepreneur, l'embauche SaaS au Québec, la gestion de la tech comme solo founder non-tech, l'acquisition de clients chez Visao et puis l'importance du réseau. Ah puis aussi, Thomas nous raconte comment une mission commerciale en Allemagne, où est-ce qu'il trimballait des lourdes valises de démos produits, a allumé une étincelle business dans sa tête. Alright, on passe au show, let's go! Thomas Paquin-Lamontagne, bienvenue sur Ça se passe. Yes, salut. Comment ça va? Très bien, toi? Ça va bien, man. Je suis content de te voir puis je suis content qu'on prenne le temps. Yes, certain. On a été dans des cercles similaires pendant longtemps. On se croise, on se parle entre deux cadres de porte. On gravite. On gravite, mais là, on a le temps de se regarder dans le blanc des yeux. Ouais. Tu te rappelles-tu de comment on s'est connus? Ben, de mémoire,
il y a 2 ans, au retour de la pandémie, quand on commençait à avoir les bureaux, nous, on avait pris un espace de travail là, au bunker, chez Spectrum. Et toi, tu étais chez Snipcart. Puis on s'était rencontrés à ce moment-là, le premier meeting, je me souviens vraiment, on avait fait dans un petit meeting dans la salle de conférence, puis tu me parlais de SEO, puis on avait des discussions par rapport à ça. Puis fun fact, je travaillais à ce moment-là sur mon vieux MacBook 13 pouces, mais pas d'écran externe. Et ouais, c'est ça, tu m'avais dit, hey, ton écran est dégueulasse parce que je faisais tout le temps des vidéoconférences, puis j'ai tellement habitué encore dans le cercle. Je me rappelle pas de ça. Ouais, mais bref, c'est ce que je me souviens. Moi, un truc que je me souviens aussi, c'est on avait fait une genre de session avec vous autres pour explorer les tactiques de marketing. Ouais. Puis on avait développé un draft un peu de séquence de email outbound. Mm-hmm. Puis vous avez fait, OK, il y avait Alexia Ruel. Ouais, exact. Elle était au marketing avec vous? Exact. Parfait. Puis là, il y avait elle aussi, il y avait toi, puis je suis parti à me dire, c'est une cool idée, genre, ils le feront pas, je sais pas. Mais je me rappelle que ça avait marqué parce que tu m'avais dit, hey, on l'a fait, ça a marché, voici tel résultat, on l'a exécuté. J'étais comme, ça, c'est un hostie de bon signal. Ouais. Ça veut dire que c'est des doers. Parle-nous un peu de toi, man. Genre, en 5 minutes, un overview professionnel là, de t'es qui, toi? Ouais. Première chose, je suis un gars de la campagne. J'aime tout le temps commencer avec ça. Okay. Mais non, mais je suis un gars de Berthier-sur-Mer, mais plus professionnellement, c'est ça, j'ai gradué en administration des affaires au bac ici à Québec. Fait un MBA non complété à travers ça. Grosso modo, mon background, c'est beaucoup en vente, mais ce que j'ai aimé beaucoup faire, c'est de la vente à l'international. Puis c'est un peu de cette manière-là pour des entreprises manufacturières. Puis c'est de cette manière-là un peu que l'idée de Visao a popé. J'avais fait des mandats en Allemagne, en Chine, au Brésil. Puis juste auparavant, justement, j'ai fait 3 ans de franchise de peinture étudiante. Fait que c'est que j'ai fait mes dents aussi comme entrepreneur pendant 3 ans, qui était vraiment une super bonne école avec ses qualités, ses défauts, mais vraiment une très bonne école pour moi pour me connaître comme entrepreneur. C'est drôle, hein? Nos amis communs, Luc Tremblay puis Jacob Gagnon de Go Submission et maintenant C-Cube. Ouais. Je pense que Jaco aussi avait une business de peinture. Ça se peut, peinture mais... ou entretien, en tout cas. Ouais, ben les gars, ils gravitent encore autour de ça en ce moment. Le Luc, je me souviens, il avait été chef de porte-à-porte avec moi. Puis même, quand il avait commencé Go Submission, je me souviens, même les gars avaient essayé de faire du porte-à-porte. Ça avait, je pense pas, eu le même succès que pour des estimations de peinture. Mais ouais, Luc, ancien coloc même, fait un petit membre. Le porte-à-porte, ça, c'est un canal d'acquisition que j'oublie souvent. Ouais. J'avais une job, man, pour faire ça, puis ça a été... je me suis sauvé, en fait. J'ai fait le 3/4 de la journée, le monde sont arrêtés, je pense, pour prendre la bouffe à l'épicerie puis repartir, je me suis sauvé. Ouais, ben je te dirais même comme propriétaire d'entreprise, une journée sur 2, pratiquement, tu as le goût de te sauver. Mais quelle école, honnêtement. Là, quelle école pour apprendre, t'as rien de plus déstabilisant que tu vas littéralement chez le monde, non sollicité à leur maison pour leur proposer... C'est ça, au moins c'est des estimations gratuites, là, on ne bookait pas on the spot. Ouais. Mais en tout cas, c'est parfait pour faire ses dents. Puis les gens, même surprenamment, il y a beaucoup de monde, j'avais eu des offres qui me disaient, des entrepreneurs que j'allais chez eux, en plein de mois de janvier, je me souviens, un jeudi, j'étais à Lévis à 8h30, à la limite de ne pas être trop dérangeant pour les gens, puis il faisait genre moins 35. Oh boy. Puis en tout cas, il y a des gens qui avaient une bonne reconnaissance de ça, fait que c'est pas juste du négatif. Là. Absolument. Ouais. Absolument. Bon point, bonne nuance. Fait que t'es le fondateur puis président de Visao. Ouais. Visao, ça mange quoi en hiver? Ça fait plusieurs choses, mais principalement, nous, on se considère comme une entreprise de développement de logiciels. Donc, nous, on a développé, c'est ça, un logiciel qui permet de faire de la visualisation 3D de produits en ligne. Donc, nous, on travaille spécifiquement dans le secteur manufacturier. Ouais. Donc, on a développé, c'est ça, notre plateforme qui permet de faire le hosting, le déploiement de modèles 3D directement sur le web. Puis, on a également une équipe de production, dans le fond, là, on a structuré similairement un peu un studio de jeux vidéo, là, mais vraiment qui font toute la partie d'intégration de modèles 3D. Ça consiste à prendre, dans le fond, là, des modèles de fabrication, des dessins CAD, utilisés là, dans le jargon du milieu, et des convertir en des modèles 3D qui sont hyper légers, super beaux, animés. Et une fois que ça c'est fait, dans le fond, on les intègre dans la plateforme, puis la magie s'opère. Très cool, man. Ça fait combien de temps? Ben, l'idée, comme je te parlais un peu plus tôt, en mode service, ça fait peut-être 4 ans et demi que j'avais commencé la genèse, l'idéation de ça. Vraiment, le pivot SaaS,
c'est fait là, il y a environ 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Puis il y a une couple de membres de l'audience qui sont comme « Frank, demande plus de chiffres. On a le goût d'avoir un peu plus de chiffres sur les SaaS qui viennent, puis les founders, etc. » Et y a-t-il une couple de chiffres que tu peux partager? Ouais. Ben, je peux te donner un ballpark. On a passé le 100 000 annuel de revenus récurrents. Ouais. Pas atteint encore le million, mais on est sur on track. 200 000? Oui, plus que 200 000, exact. Parfait. Et c'est ça, on a également des revenus de service. De plus en plus, il y a une forme de récurrence aussi de ce modèle-là. Là, comme les modèles vont changer, c'est avec des gros clients, il y a beaucoup de modèles à produire aussi, à modifier année par année. On a des clients maintenant déjà dans 5 pays, donc qui sont venus de différentes techniques. Combien de clients à peu près? Plus qu'une quarantaine. Puis là, tranquillement, juste, ça évolue vite. En ce moment, je suis le seul à faire la vente. Donc, le prochain gros move, justement, c'est d'ajouter des gens dans notre équipe de vente. Qu'est-ce que... Parce que là, les gens vont écouter le pod puis ils vont se dire « OK, alright, Visao, parfait, je vais googler ça. » Ou si vous voulez aller voir visao.ca, visao.ca. On arrive sur Visao, puis là, man, c'est funky, tu sais. Genre, il y a des modèles 3D, il y a des machines. Qu'est-ce que ça fait, l'espèce de scanner? Ou l'affaire sur votre homepage dans le header, c'est quoi que ça fait? Ouais, c'est un scanner 3D de Créaform qui était un nouveau client là, cette année. Donc, justement, de leur côté, il y avait cette envie-là. C'est une entreprise qui sont eux autres mêmes dans la 3D. Puis je pense que ça prouve, ça démontre un peu comment la 3D, c'est un monde large aussi, puis très spécifique, que pour une firme comme ça, ils ont toutes les ressources du monde qui existent là, pour développer ce qu'ils veulent. Mais nous, c'est un logiciel un peu différent, là, justement, là, qui est axé plus vraiment pour la démonstration des produits sur le web. Donc, c'est ça. Donc, ce produit-là, c'est un de leurs scanners. Là, c'est un scanner 3D qui est démontré avec une visionneuse 3D. Exact. C'est 3D all the way down. 3D. On est méta au fond. Hein. Exact. Donc, le flow, c'est d'utiliser leur modèle CAD. On génère le modèle 3D. Dans le fond, on a généré, c'est vraiment l'asset, le modèle avec les animations. Okay. Et la cliente, dans le fond, chez Créaform, a utilisé le portail pour générer tout le contenu, les étapes de démonstration, les points de vue, toute l'implémentation. Là, un point intéressant dans leur cas aussi, c'est que le site est, genre, je pense que plus que 8 langues. Donc, il y a les démonstrations en mandarin, en plein de langues. Là. Donc, tout ça est managé, dans le fond, dans notre plateforme aussi. Très cool. Puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est que, bon, ben là, je te connais comme professionnel, tout ça, puis je connais un peu ton background, mais je catch pas, c'est où que le déclic de « OK, ouais, je vais travailler dans le 3D pour du manufacturier, puis faire du service là-dedans, puis éventuellement faire une plateforme web, un SaaS », c'est où que ça commence un peu la genèse de Visao dans ta tête? Ouais, ben quand j'étais à l'université, j'avais fait un programme qui était l'émission commerciale de l'Université Laval, que je leur donnerais un beau shout-out à mon ami Antoine, là, qui est directeur aussi là-bas maintenant, mais qui était un super beau tremplin pour moi vers la vente internationale. Puis j'ai eu l'opportunité dans ce programme-là d'aller exporter, d'aller commercialiser des produits, des espèces de composantes, de remorques là-bas. Puis je me suis promené là, pendant plus qu'un mois avec une grosse valise là, Pélican, puis avoir à traîner le produit démonstrateur. Puis ça a été super compliqué, super cher d'amener le produit sur place. Il y a des enjeux aussi de certification qui devaient être remplis pour amener le produit sur place ça aussi. Dans les douanes, c'est pas comme amener... Exact. Moi, j'ai dû l'amener personnel parce que de le faire shipper, tout ça, c'était... toute la manutention, c'est énorme, là, les prix de déplacement puis de produits. Puis là, on parle pas d'un produit qui était si gros que ça. C'est à peu près gros comme la table, mais... Juste vite, tu partais du Canada puis t'allais où là, avec ça? Ouais, j'étais en Allemagne. Donc, j'ai été à Munich, surtout à Hambourg, un peu dans l'Ouest. Okay. Donc, c'est ça. Donc, puis l'entreprise qui m'avait mandaté, m'avait fourni des sortes de petites brochures avec des photos pour essayer de m'expliquer comment ça fonctionne. Puis après, moi, mon travail, c'était d'exprimer, de le communiquer aux clients. Puis le matériel qu'il m'avait fourni, était vraiment difficile à utiliser dans ce sens-là. Puis j'avais un autre de mes collègues à ce moment-là, lui qui représentait une compagnie qui s'appelle Virvana, qui font des casques de réalité mixte, qui ont été achetés par Apple il y a quelques années. Wow. Ils bookaient des démos, des meetings avec Mercedes-Benz, BMW. Puis, tu sais, en Allemagne, les Allemands, ils prennent pas une démo pour le fun. Ils ont de l'intérêt. Puis, des meetings avec 6-8 personnes. Puis, pour moi, c'était vraiment eye-opening à comprendre, OK, c'est quoi qui se passe avec ces technologies-là. Je peux comprendre dans l'entertainment, mais pas vraiment là, encore à ce moment-là dans l'industriel.
Fait que ça a comme fait un déclic à ce moment-là. Puis je voyais déjà les Allemands, ils étaient déjà quand même avancés dans le secteur industriel. La 3D, là, sont très à l'avant. Là, donc, à utiliser des rendus, des vidéos d'animation 3D, mais aussi tout ce qui était plus interactif. Donc, vraiment pour pouvoir manipuler le produit en temps réel. Donc, ce qui m'a un peu créé la piqûre de ce côté-là. Puis, je te dirais, de fil en aiguille, tu sais, comme j'avais parlé avec toi plus tôt, tu sais, c'est commencer avec des sous-traitants, puis d'étape en étape, là, j'ai commencé à mouiller puis à m'embarquer dans cette industrie-là. Puis, de fil en aiguille, on est arrivé là. Ce que je trouve malade, c'est qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui vont pas nécessairement vivre le pain qu'ils veulent régler, right? Mm-hmm. Bon, ils ont des contacts, ils ont de l'exposition à différentes industries, ou à un moment donné, ils font « Ah, probablement qu'il y a un problème là, puis que je pourrais développer une solution. » Mais toi, tu as quand même été lancé dans ce pain-là. Pas juste de loin, de proche. Mm-hmm. Comme t'avais les brochures papier, t'avais les fucks de douane, t'avais les grosses valises, tout ça. Puis en même temps, t'as fait un lien avec ton pote, cette industrie-là, au niveau du 3D, des démos plus virtuelles, plus digitales, disons. Exact. Fait que c'est vraiment hot. Mais ce qui m'intrigue aussi, c'est là, tu es en mission de commercialisation, tu sors de l'Uni. Avant, tu avais fait un business de peinture. Exact. Fait que cette fibre entrepreneuriale-là était pas mal tout le temps là, genre? Ouais, ben, tu sais, avant de commencer l'université, moi, j'avais pris un petit break d'un an et demi pour me repositionner. Je savais pas vers quoi j'allais étudier. Fait que j'avais voyagé pendant un an et demi. Puis quand je suis arrivé à l'université, moi, mon but, je savais que j'avais l'intérêt pour de la finance, pour du commerce international, puis pour de l'entrepreneuriat. Puis c'est ça, je pense, dans les premières semaines d'université, il y avait des gens, justement, de la firme de peinture, là, de franchiseurs, qui passaient. Puis l'opportunité, comme arrivait un peu du ciel, j'ai sauté là-dedans. Puis ouais, après, c'était une belle expérience là, dans laquelle je me suis découvert comme entrepreneur. Puis après, dans l'expérience que j'ai vécue après avec l'émission, mais vraiment d'arriver avec un peu mon œil d'entrepreneur pour voir, OK, il y a une opportunité dans ce cas-là, malgré que, c'est ça, j'avais pas nécessairement le background technique pour l'exécuter. Mais c'est une bonne founding story. Right? C'est un bon mythe de fondation de genre, hey, j'étais là, j'ai vécu ces peines-là, j'étais à l'étranger, I've been there in your shoes, blablabla. C'est cool ça. Mais là, tu as été un étudiant, tu as été un entrepreneur. Pendant que tu étais un étudiant, après ça, tu étais un entrepreneur. Mais aujourd'hui, tu es aussi un papa. Ouais. Fait que moi qui a 33 ans puis qui se pose plusieurs grandes questions existentielles dans ma propre vie, je me demande, toi, mettons, avoir un kid, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie entrepreneuriale? Ouais, ben, ça a changé beaucoup de choses positivement. Je dirais l'anxiété ou le stress de mon côté était beaucoup pré-accouchement, post-pré-accouchement, plutôt vraiment avant. Parce que, tu sais, t'es dans une position, quand j'ai commencé la business, j'avais pas de blonde. Après ça, tu sais, t'amènes une partenaire dans ta vie. Là, déjà là, tu sais, à un certain point, moi, gérer le stress puisque ça l'implique, tu sais, It's on me, je vis super bien avec ça. Là. Déjà là, d'amener une autre personne, c'est une transition à faire, mais évidemment, il faut choisir une bonne partenaire là, pour aller dans cette direction-là. Là, quand tu arrives avec un enfant, tu sais, lui, il n'a rien décidé de ça, là, il n'a rien accepté de ça. Donc, puis en même temps, tu vas en profiter et être là dans ces moments-là. Fait que, tu sais, le gros apprentissage, je pense que j'étais là. Tu sais, pour moi, c'est important. Tu sais, par exemple, c'est moi qui vais souvent le porter à la garderie le matin. Je vais le chercher. Fait qu'entre 5 et 7, tu sais, c'est dédié à être avec lui, mettons, la semaine dans la routine, puis toujours être là. Puis après, des fois, le soir, là, je me permets quand même des fois de travailler un peu en extra, même assez souvent. Mais c'est ça, vraiment de venir garder le temps que tu veux pour ta famille puis pour l'externe. Puis ça t'amène des fois à faire des choix aussi au niveau, tu sais, quand t'as pas nécessairement de blonde ou que tu sais, ton temps est un peu illimité, que tu peux travailler overnight, la fin de semaine, tout ça. Tu viens à accumuler puis à faire des choses, puis des fois à venir à overwork puis à dire... Puis à la fin, je pense pas que tu es nécessairement plus productif. Là. Exactement. Fait que là, ça a été comme un choix un peu forcé. Je pense que c'est des contraintes positives. Vraiment. Fait que ça a amené beaucoup de bien, je pense, de ça dans ma gestion du temps, de mes priorités. Puis dans mon bonheur personnel, évidemment. Ouais. Nice, man. Ça me donne espoir. Aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien? Là, on est 7. Vous êtes 7? Ouais, on est 7. Fait que t'es passé par l'embauche de... Ben, probablement qu'il y a des gens qui sont venus et partis, là, comme dans tout business, mais t'es passé par l'embauche de plusieurs personnes. Exact. Tu trouves-tu qu'embaucher en SaaS au Québec, c'est tough?
je pense pas que c'est facile, mais je pense que ça se fait relativement bien. Tout dépend des besoins. Écoute, évidemment, c'est sûr que nous, j'ai dû passer d'être seul à monter l'équipe, le corps qu'on est en ce moment. Ouais. Il y a des facteurs, je pense, de chance, mais il y a des éléments aussi, notre technologie, ce qu'on fait est quand même spécifique. Donc, on devait aller chercher des gens avec des profils aussi assez spécifiques pour avoir la crème de la crème dans qu'est-ce qu'on fait. Fait que, en même temps, je pense qu'on a cet avantage-là d'avoir des fois une audience ou des gens plus ciblés, plus spécialisés. Donc, pour eux, en contrepartie aussi, ben, on arrive avec une opportunité d'emploi qui est vraiment cool pour eux parce qu'ils peuvent mettre leur skill set ou leur passion vraiment à exécution dans leur travail. Là. Puis là, ce différenciateur-là ou cette spécificité-là que les jobs chez Visao offrent, c'est au niveau du 3D et du manufacturier, mettons? Oui, entre autres. C'est comme ça peut être des centres d'intérêt ou d'expertise que les candidats ont déjà. Exact. Comme pour, mettons, par rapport à de la 3D web, il y a beaucoup... Par exemple, il y a beaucoup de devs qui vont travailler dans les moteurs de jeux vidéo, Unity, Unreal. Bon, nous, c'est pas avec ça. Nous, c'est de la programmation web. Donc, c'est un mix des deux. Donc, c'est relativement niche. Mais vraiment des super belles opportunités là, à travailler là-dedans. On ne vise pas à juste engager du monde qui ont de l'expérience là-dedans parce qu'aussi notre produit évolue puis on peut venir à spécialiser aussi tranquillement. Mais pour des gens qui trippent, ce qui est beaucoup de cas de beaucoup de monde, des développeurs, il y en a plein qui sont par les jeux vidéo, qui sont passionnés par cette industrie-là, ben ça, c'est une belle entrée pour ça. Là. Puis Tom, t'as-tu... Parce qu'il y a différentes manières que tu peux embaucher. Moi, je suis passé à travers un paquet aussi, avec Snip, puis ensuite, quand il a fallu doubler l'équipe, quand Douda nous a acheté, mais t'as ton réseau personnel. Ouais. Tu pokes du monde sur LinkedIn, sur Facebook, tu demandes des références très informelles, très organiques. Ouais. Tu peux faire un job posting qui est payant sur LinkedIn, Facebook... autres plateformes. Tu as les gros sites de job, là, les agrégateurs, les Indeed, Job Boom Monster de ce monde. Mm-hmm. Tu as les chasseurs de tête en RH, ou tu as carrément avoir de l'RH à l'interne. Tu sais, du monde qui font du recrutement à l'interne, que ce soit des consultants que tu embauches temporairement ou carrément des employés. Ouais. Dans toutes ces manières-là, mettons, d'embaucher, laquelle a été le plus successful pour toi? Pour moi, c'était... puis j'oublie le nom là, du CRO de HubSpot. Là. Il y a un livre là, qui est axé vers la vente, mais qui parle beaucoup du recrutement pour de la vente. Mais pour engager, mettons, ton premier vendeur ou ta première équipe de vente. Puis je pense que ça s'applique vraiment bien, même pour des devs puis des emplois techniques. Lui, ce qu'il conseille, c'est vraiment de développer un peu comme une équipe de chasseurs de tête ou de devenir soi-même comme un chasseur de tête pour ne pas le donner à l'externe parce que c'est quelque chose que toi, tu dois handler, surtout au début pour tes premiers employés. C'est pour tellement le noyau, clé. Genre, là, Exactement. Puis après, j'ai fait l'exercice d'aller voir des fois des chasseurs de tête, comment ils fonctionnaient, c'est quoi leur base de données. Puis à la fin, ils utilisent LinkedIn là, principalement. Fait que j'ai dit, c'est pas rocket science. Exactement. Fait que après ça, c'est moi qui connais les qualificatifs, ce que je recherche en termes de compétences de logiciel et tout. Fait que je l'ai fait simplement à l'interne. Fait que moi, ça a été super bien pour connaître. Je me souviens, particulièrement nos employés, mettons comme Patrick, j'ai littéralement trouvé, nous, on travaille avec X logiciels de modélisation 3D. Nos clients utilisent principalement tel logiciel de CAD, de design industriel. Donc, j'ai simplement indiqué ça dans les mots-clés, les outils de recherche à Québec ou Montréal. Puis boum, ça m'a fait une liste de gens. Puis j'ai commencé à les contacter puis à voir, hey, c'était comme ça. Puis bang, 2 semaines plus tard, ça commençait. Là. Mais ce que j'ai toujours trouvé cool avec toi, c'est que tu as différents profils de founders. Ouais. Toi, tu as quand même un profil hustler. Positivement, là, pas de connotation. Genre, je vais appeler, je vais cogner à la porte, je vais écrire un email, je vais le faire, le outreach. Ouais. C'est une peur pour certaines personnes. Ouais. Right? Mais quand tu es capable de transcender ça, est-ce que ça peut avoir de la value, man? Vraiment. C'est hot. Ça m'inspire, man, parce qu'on est en train de... Bon, là, mini spoiler, mais on est en train de considérer un job board pour Ça se passe. OK. Parce qu'on trouve ça tough, tu sais, comme SaaS Founders, puis j'ai eu beaucoup de feedback par rapport à ça. Fait que toujours bon de voir comment mes pairs réfléchissent à ça, man. Là, aujourd'hui, t'es à la tête d'une business, man, qui est tech, très tech. Genre, c'est une visionneuse web, c'est un app web, ça fait du 3D pour des compagnies manufacturières. Mais toi, t'es pas un crack du C++ ou t'es pas un programmeur, disons. Du tout. Puis ce qui est fucking intéressant aussi, c'est que t'es solo founder, right? Ouais.
Premièrement, t'avais-tu une espèce de syndrome d'imposteur au début? Si oui, comment tu l'as overcome? Puis comment t'as fait pour bootstrapper le code base, là, la stack au départ quand c'est pas toi qui es main dedans? Ouais, c'est une bonne question. Chunky, ouais. Ça s'est fait en étapes. C'est sûr que tu vois du chemin où ce qu'on est en ce moment avec une équipe interne à ce que j'ai commencé. Ça c'est. Je pense que tu sautes pas de un à l'autre en un step. Là, je pense, absolument. Le fait j'ai commencé pendant 2 ans et demi à y aller au début vraiment en mode purement service. Donc, on développait avec des moteurs de jeux vidéo, des apps. Donc, ça m'a permis de valider plein d'éléments. Autant au niveau de valider les marchés plus cibles qu'on allait parce que le secteur manufacturier, c'est large. Donc, vers qui qu'on voulait vraiment, puis pourquoi qu'on allait plus viser. À voir qu'est-ce qui coûte cher, qu'est-ce que les gens ils veulent, de vraiment valider ces éléments-là, puis après, vers quel type de technologie que ça allait plus remplir. Fait que moi, au début, j'allais 100% en sous-traitance, j'étais un peu comme une sorte de producer, si on veut. Donc, j'avais mon équipe de développement d'app, l'équipe de développement des modèles, puis hop, quand on signe un client, boum, boum, 2 contrats, puis on embarquait ça comme ça. Fait que ça a commencé de cette manière-là. Puis, j'ai mangé mon pain noir là, pendant 2 ans et demi. Puis encore aujourd'hui, je suis une éponge à vouloir comprendre. Puis j'ai ce côté-là vraiment que je trouve ça vraiment intéressant de comprendre, d'avoir cette vision-là. Puis ça s'est vraiment développé dans le parcours de tout ça depuis 4 ans. Mais j'ai toujours eu aussi la conscience que j'allais jamais commencer à avoir à le développer puis à travailler, avoir les mains à l'intérieur de ça. Fait que quand est venu le moment d'engager notre premier dev, je savais que je devais aller chercher un pillar, quelqu'un vraiment que j'allais avoir 100% confiance. Donc, moi, c'était une embauche super clé. Puis Alex, qui est notre lead dev, est toujours avec nous en ce moment. Puis il arrivait d'un background qu'il avait déjà développé dans ce type d'environnement-là. Puis nous, on arrivait avec l'environnement il voulait prendre le lead. Fait que le match était vraiment parfait dans les 2 cas. Fait que ça m'a vraiment mis en confiance. Puis c'est de travailler continuellement dans cette facette-là. Puis de plus en plus aussi, il faut amener de la tech à la fin, tout est basé autour de l'humain. Nous, l'utilisation du modèle, oui, tout ça est technique à la fin, mais à the end of the day, c'est des utilisateurs qui sont humains qui doivent l'utiliser là-dessus dans les processus d'affaires. Moi, mon strength, c'est de le communiquer à mon équipe, puis de l'amener en termes de cas, voici qu'est-ce qu'on a besoin, puis on se challenge en interne pour comment on va le faire de la meilleure manière, puis j'ai parfaitement confiance en mon équipe de la manière que ça se développe, puis le produit le prouve jusqu'à maintenant. J'ai un mini commentaire éditorial. Si tu es un founder ou un manager pas technique, puis que tu n'as pas de curiosité ou d'intérêt pour la tech, tu n'as pas besoin d'être capable de rouler du code. Là. Ouais. C'est un no-go pour moi. Parce que ne serait-ce que pour mieux prendre des décisions d'embauche, produit, tu as besoin de t'y intéresser un minimum. Mm-hmm. Mais pour avoir, la confiance de ton équipe, faut que le monde voit que tu cares à propos de ce qu'ils font. Là. Exact. Si tu t'en calisses et que tu gardes ça hermétique dans 2 boîtes, il n'y aura pas d'empathie qui va se builder, il n'y aura pas de confiance qui va se builder. Puis ça, avec Snip, ça a été clé pour nous autres, que moi, je m'y intéresse beaucoup. Vraiment. L'autre affaire que je veux te demander, d'autres, c'est comment tu as fait pour que ta première embauche clé, justement, confirmer que tu avais confiance? Cette confiance totale-là que tu as comme mentionné, genre, ce gars-là, il sort de où? C'est un pote? C'est pas un pote? Il est-tu référé par d'autres que t'aimes? T'as-tu fait plein d'entrevues? Je sais pas. Ouais, c'était plusieurs éléments là, dans ce cas-là, tu sais. Au moment que je faisais l'embauche, j'avais un dev qui travaillait en sous-traitance pour moi, puis qui était super bon. Là. Moi, je m'entendais vraiment bien avec lui. Puis c'est même lui qui avait commencé le bébé ou le début du code base de Visao. Puis lui, le sous-traitant, m'a aidé. Dans le fond, je faisais suffisamment parce que je voyais ce qu'il développait puis comment ça avait avancé à travers les mois. Puis il m'avait aidé dans le processus d'embauche d'Alex, dans le fond. Donc, un peu fou, là, mais puis finalement, JS, qui était à ce moment-là sous-traitant, est venu après ça avec nous, s'est joint à temps plein dans l'équipe. Très cool. Fait que c'est ça. Fait que ça s'est fait un peu... Des fois, tu le sais pas, ça va d'une étape à une autre. Donc, c'est ça. Le JS qui m'avait aidé à engager Alex, je faisais beaucoup confiance parce qu'il me démontrait que je pouvais... Exactement, il chipait puis que je pouvais le faire. Fait que moi, ça m'avait beaucoup aidé. Puis aussi, la personne, comme je t'expliquais, Alex avait déjà un background dans le type de technologie qu'on utilisait, prouver qu'est-ce qu'il avait développé fonctionnait bien aussi. Puis il y avait un fit de personnalité aussi. Je suis quelqu'un assez transparent, puis no bullshit. Fait
il savait bien où ce que j'en étais, qui j'étais. Fait qu'on a une bonne confiance parce que lui aussi, on peut voir ça de ma perspective, mais il arrivait avec, lui, de son côté, avec une startup qui commençait aussi, alors qu'il était déjà dans une compagnie plus établie. Fait qu'il y avait une confiance qui devait s'établir entre les deux, puis ça va super bien là, depuis le début. Puis quand tu t'intéresses à la tech ou que tu poses des questions pour essayer de comprendre des concepts techniques, Alex, mettons, il t'explique, il aime-tu ça? Ça Ouais, fait chier? je pense qu'il aime beaucoup ça. Là. Je pense que je peux pas dire à sa place, mais tu sais, je pense aussi que ça démontre, il faut que tu cares puis tu respectes ce que les gens ils font. Puis je pense aussi qu'il faut que ça vient aussi des deux côtés dans notre équipe. Aussi parce que il y a cette peut-être mauvaise ou cette perception-là que la vente, des fois, c'est juste un douche qui parle fort, puis qui pousse, puis qui dérange du monde. Mais à la fin, c'est un art là, commercialisé à la fin, surtout que nous, beaucoup, en ce moment, dans nos channels de commercialisation, il y a encore beaucoup de outbound. C'est une industrie qui fonctionne beaucoup, en tout cas, de cette manière-là. Fait que je pense qu'il y a un respect mutuel aussi, puis comme on travaille de plus en plus ensemble, parce qu'à la fin, c'est pas nous qui fabriquons des produits industriels, c'est nos clients. Donc, il doit y avoir cette perception-là pour développer de la valeur dans notre produit. Fait que le fil communicatif des deux côtés doit être fort, puis le respect doit être là, je pense. Je pense que ça part de ça à la base aussi. Je pense qu'être pédagogue, puis aimer ça, apprendre aux autres, là, c'est clé quand tu as un rôle comme... C'est ton CTO, ça, dans le fond? Vraiment les devs. Les devs, c'est super important, surtout s'il y a un founder non technique en contrepartie. Parce que si toi, tu t'intéresses, mais que lui, ça ne l'intéresse pas de t'expliquer, on s'entend que tu n'es pas plus avancé, c'est crissement intéressant. Puis, comment tu as fait? Parce que souvent, mettons, tu as des co-founders, ils vont partager le risque d'une manière ou d'une autre. Soit il y en a un qui met plus de son cash, plus de son temps, plus de ses connexions, whatever. Toi, tu étais solo founder. Comment tu as fait pour te financer, mettons? Oui, ben pendant justement les années de service, les 2 ans et demi qu'on a commencé de cette manière-là, moi, je m'étais gardé un side hustle en restauration. Là. Comme barman, au début, je faisais les vendredis, samedis, dimanches, tranquillement. J'ai commencé à enlever des chiffres là, le dimanche, le samedi, jusqu'à temps que les vendredis, je sois quasiment rendu déplaisant au bar, me rendre compte, OK, là, ça m'aide plus autant que ça devrait le faire. Donc là, je suis vraiment rentré là, à temps plein de ce côté-là. Donc, ça, ce qui a été un bon move, ça a permis de générer un capital dans l'entreprise. Donc, je gardais tout à l'intérieur de ça. Puis, évidemment, que les fameux programmes de subvention, là, on va chercher encore beaucoup de programmes en ce moment, mais ça a permis de leverager à partir de ça pour aller chercher un premier employé, surtout un dev d'un bon niveau. C'est pas des salaires qui sont nécessairement donnés puis qui devraient être donnés non plus. Donc, c'est ça. Donc, il faut financièrement aussi être capable de se le permettre. Fait que moi, ça a toujours été une game. J'ai vu ça vraiment tout le temps comme comme monter un escalier, de se leverager un peu plus haut avec on va chercher des ventes. Donc, quand je vais chercher des ventes, j'allais chercher des subventions. Quand j'allais chercher des subventions, là, j'engageais, on développait, on commercialisait. Fait que ça a tout le temps, encore aujourd'hui, été ça. Là. Ouais. C'est une belle vision les escaliers que tu parles. Puis, tu sais, par rapport aux subventions, je suis toujours un peu ambivalent pour plusieurs raisons. Puis, j'ai pas envie qu'on fasse un gros débat philosophique. Mais quand je vois, mettons, le gaz puis l'accélérateur puis le support que ça donne pour une business comme Visao, qui est là, ça fait en tout 5 ans? Ouais, c'est ça, 4,5 environ. OK, c'est bon. Qui est encore là, qui embauche du monde ici, qui génère de la valeur, qui développe son produit, puis que vous avez starté de rien. T'étais pas genre ultra plugué partout, plein de cash à lancer là-dessus. T'es un vrai bootstrapper. Ouais. Là, dans ce cas-là, c'est des gros points du côté des subventions. Ça Vraiment. peut actually aider. Vraiment. Ben, tu sais, comme tu dis, il y a plein de nuances derrière ça. Pourquoi tu vas chercher des subventions, d'aller en chercher pour en chercher, c'est une chose. C'est la réalité, c'est que mon produit, en étant solo founder, non-tech, j'avais pas les sous à ce moment-là pour tout fonder puis développer ça. À ce moment-là, j'avais pas le réseau non plus pour aller me chercher justement des cofondateurs ou des gens autour de moi à ce moment-là. Fait que c'est juste find a way d'une certaine manière là, d'aller de cette manière. Donc,
Puis encore une fois, tu sais, ça peut être, tu sais, comme je pense justement au rôle de commercialisation, tu sais, quelqu'un aux ventes, on voulait engager plus tôt cette année, on l'a attendu sur des programmes que ça ouvre, ça n'a jamais rouvert. Finalement, tu sais, dans un cas, j'ai trop été patient de ce côté-là, puis à ce côté-là, puis ça a retardé l'embauche. Fait que, tu sais, ça, c'est... Des fois, ça peut t'amener même à faire des erreurs. Fait qu'il faut quand même être prudent, puis être capable... Moi, j'essaie de compartimenter ça dans mon temps, puis faire ça des soirs la semaine, tu sais, justement, mon 7 à 10 que j'ai, quand mon garçon il dort, ben c'est là souvent que toute cette partie-là d'admin que je veux pas mettre ça à travers mes opérations puis gérer la business, j'essaie de le mettre, tu sais, dans des temps externes comme ça, que je peux... Puis la beauté de ça, c'est aussi le plus que t'en fais, ben le plus que ça vient assez rapide de faire aussi. Fait que, ouais. Puis le manufacturier, là, c'est très large, right? Là, il y a un paquet de use cases de j'ai besoin de visualiser quelque chose en 3D, que ce soit pour former quelqu'un, que ce soit pour vendre quelque chose à quelqu'un. Fait que, est-ce que vous découpez cette espèce de large market-là dans les verticales sur lesquelles vous vous concentrez ou c'est comme agnostique au type de business qui utilise le 3D? Ouais, c'est une super bonne question parce que, oui, comme tu mentionnes, c'est beaucoup d'entreprises. On peut passer du manufacturier de chaises à la machine industrielle, puis ils ont des enjeux... de volume de produits, des besoins technologiques, de déploiement, d'utilisation qui peuvent être... budgets différents, budget aussi. Il y a plein d'enjeux spécifiques. Puis c'est là encore que la phase de service m'a aidé beaucoup à cette étape-là, à positionner, dans le fond, notre produit, parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu plus free for all, puis en phase, justement, de tester, d'explorer, justement, avec différents types de clients. Puis c'est là qu'on est arrivé vraiment, je dirais, le core de notre clientèle, c'est vraiment du... style machinerie industrielle. Nous, tout ce qui est produits qui sont lourds, qui sont gros, donc comme des machines, donc où est-ce qu'on a des enjeux d'accessibilité aux produits, où est-ce qu'on a beaucoup de détails, il y a de la complexité. Souvent aussi, c'est des produits qui se vendent à des prix élevés, des centaines de milliers, des millions. Donc, il y a des cycles de vente qui sont longs, très axés vers de la vente directe. Donc, ça, c'était notre core. Puis en ce moment, je dirais que c'est la majorité de notre clientèle. Mais au fur et à mesure d'avancer le produit aussi, maintenant, on a des applications en e-com, en formation, vers d'autres avenues qui se sont développées, vu qu'on a réussi à développer un outil qui est très, très flexible. Donc, c'est certain qu'on ne veut pas perdre non plus la direction puis notre core de la business. Mais la beauté de ça aussi, c'est que même des manufacturiers de machinerie industrielle, de plus en plus, eux, veulent vendre des spare parts en ligne. Ils veulent vendre, ils veulent faire de plus en plus numériser des processus d'affaires aussi. Fait que, d'une certaine manière, notre tool évolue pour justement, si on veut bien outiller ces manufacturiers-là dans différents processus qu'ils font à l'aide de notre équipe. Ouais, les possibilités sont énormes parce que tu as différentes verticales, comme on venait de parler, mais tu as aussi différents use cases. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on jasait un peu offline, puis tu me disais, tu sais, il y a du monde qui utilise ça, man, pour faire de la formation de haut niveau, mettons. Là. Parce que dropper une machine qui pèse je sais pas combien de tonnes dans une place où tu formes le monde, puis là, la machine, elle change, etc. Tu sais, c'est tough. Fait que former le monde via du 3D, c'est un thing, mais vendre avec du 3D, c'est un autre thing, right? Les expositions, juste comme les assets que tu peux envoyer en outreach, tout ça, pour vendre ta machine. Fait que, mettons, ballpark, si tu avais à faire un... Ben là, il y a peut-être d'autres use cases que je sais même pas, que je dis pas, là. Fait que, mettons, ça ressemble à quoi la majorité des use cases, tu penses, dans Visao? Ouais, ben, je dirais un 75%, c'est tout ce qui touche commercialisation. Donc, c'est bon. Pour aller dans des expositions. Customer facing, genre. Ouais, exact. Exact. Après, 25%, c'est, je dirais, plus autour du e-com et de la formation. Là. Donc, c'est bon. je dirais, tu sais, e-com, dans notre secteur d'industrie, c'est beaucoup plus visé par nos compétiteurs. Tu sais, nous, on l'écarte pas du tout. On veut, déjà, on délivre de la bonne valeur, puis on veut améliorer cette application-là de notre côté. Parce qu'encore une fois, comme je disais, notre clientèle vise de plus en plus à faire des applications de vente en ligne, du moins pour des composantes des secteurs de leurs produits. Mais notre core, c'est ça, c'est vraiment beaucoup la commercialisation en ce moment-là. Très cool. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup de compétition? Parce que je le sais for a fact qu'il y a un monde avant Visao qui était un peu, bon, les valises, je sais pas, les slides avec les brochures que tu parlais, tu sais. Ouais. Mais il doit y avoir d'autres software ou d'autres solutions. Tu sais. Est-ce que c'est heavy en compétition, mettons, un space? Je pense, comme n'importe quel secteur, ça va se densifier avec plus de compétiteurs. Tu sais, en ce moment,
je pourrais pas dire que dans les positions, mettons, de vente, qu'on sent qu'on est souvent ou vraiment comparé ou mis dans un secteur. Parce que aussi, je pense, comme j'expliquais, on a quand même positionné au niveau de l'image de marque comme les exemples qu'on montre sur notre site web. On a des clients qui font des produits qui sont pas du tout industriels. Donc, nous, on veut vraiment démontrer cet accent-là, puis cette expertise-là qu'on a à travailler avec des cadres, des produits, puis des manufacturiers d'équipements lourds. Donc, on a quand même un positionnement, je dirais, assez fort de ce côté-là. Néanmoins, c'est certain que ça l'augmente d'une année à une autre, surtout sur le marché américain où on a commencé à tester différentes techniques de prospection de ce côté-là. Okay. Mais je pense à la fin, c'est pas... je contrôle pas ce que les autres ils développent de leur côté. Nous, on peut juste focusser sur la valeur qu'on développe autour de notre client type. Donc, je dirais à ce niveau-là, ça n'a pas été un gros frein ou du moins là, à court terme là, dans notre croissance. Il n'y a pas de compétiteur qui t'empêche de dormir la nuit? Non, okay. Non plus. Good. Peut-être ton kid des fois? Plus lui. Ouais. C'est lui le compétiteur. Il y a beaucoup de 3D, de la visualisation en ligne, web ou sur des iPads, etc. Mais vous avez aussi une autre technologie qui est dispo pour les users qui en ont besoin, qui c'est le AR, Augmented Reality. Exact. Ça a été tough, le fun de travailler avec ça. Parle-moi un peu du côté AR dans le produit. Oui, c'est un côté qui est vraiment apprécié pour, évidemment, des utilisateurs, des compagnies qui vont valoriser l'utilisation. Je donne un exemple, mais on a un client, c'est un manufacturier de spa, des poêles à bois aussi résidentiels, beaucoup plus B2C de ce côté-là, où l'élément d'amener le modèle 3D, le produit dans son espace, l'utilité est vraiment forte. C'est certain qu'en termes, mettons, de machinerie industrielle, il peut y avoir une utilité à venir justement placer le produit sur le plancher pour le démontrer. Aussi dans les expositions commerciales, c'est sûr qu'il y a un facteur wow, puis de pouvoir venir... la fonctionnalité est quand même vraiment cool pour pouvoir justement scale up, scale down, grossir, rapetisser le modèle, puis même... On a des clients qui font des remorques, donc ils peuvent même flipper la remorque, aller montrer en dessous les essieux, comment ils sont faits. Fait que c'est vraiment... c'est pas une fonctionnalité qu'on veut pousser dans la gorge de nos clients non plus, puis les laisser un peu l'explorer d'une manière comme ils veulent l'utiliser dans leur processus d'affaires. C'est certain qu'il y a un gros wow factor qui est cool, derrière ça pour eux, avec leurs clients, évidemment, aussi, qui est sexy de ce côté-là. Comme on parlait un peu plus tôt, c'est pas le core vraiment de l'utilisation de notre logiciel. Nous, c'est vraiment plus ce qui est web-based, vraiment dans des portails, dans des sites web ou stand-alone, vraiment sur des ordinateurs. Donc, le mode demeure important pour je dirais, est important pour une minorité de nos clients, puis est quand même utilisé, je dirais, par la majorité de notre clientèle. C'est pas... Là, je pose ça comme un noob, mais c'est une minorité des clients qui vont l'aimer, il y a le wow factor, tout ça, mais c'est pas une majorité de tes efforts techniques qui vont là-dedans. C'est pas genre du rocket science. Exactement. Okay. Cool. Tu m'as parlé d'un use case de formation plutôt que j'ai le goût qu'on parle. C'est des déneigeuses. Ouais. Parle-moi de ça. Ouais, c'est une compagnie de Québec, La Rue, qui est un manufacturier là, de déneigeuses à neige que vous verrez dans quelques mois. Là, les grosses machines qui font assez peur, là, qui ont des moteurs, c'est ça, pour démontrer ça. Puis j'ai rencontré, c'était au printemps l'an dernier, le marketing manager à Québec, Alex, là, qui est super cool, qui a vraiment bien vu la vision de ce qu'on fait depuis le début. Puis au début, on avait plus de discussions pour ce qui était vente et marketing. Puis là, à ce moment-là, il me dit « Hey, je développe mon portail de formation, on veut faire une plateforme de e-learning en ligne. Êtes-vous capable de faire, dans le fond, avec vos visionneuses, de faire justement tout power, donner l'image, dans le fond, dans leur portail de formation. Donc, évidemment, il faut être deux pour danser. Nous, c'est une idée, puis c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais il faut avoir un partenaire, un client qui y croit. Donc, on a commencé en preuve de concept à travers quelques semaines pour faire une première étape de formation comme un changement d'huile. Puis ça ce qui a démontré vraiment l'exemple très bien à toute l'équipe à l'interne. Puis à partir de là, on est embarqué depuis ça avec plus que quelques dizaines de formations déjà qui ont été générées, puis encore d'autres avec plusieurs produits. Fait que ce qui est vraiment cool de ce qu'on peut faire avec des clients comme ça, c'est de vraiment générer un environnement virtuel où ce qu'on va faire avec le modèle 3D, n'importe quel type de formation, des changements de lame à neige,
de filtre à l'huile, de filtre à l'air, en tout cas. N'importe quoi tu peux imaginer sur le produit, c'est généré, tu sais, vraiment en studio 3D par notre équipe. Là. Dans cette preuve de concept-là, puis tout, parce que là, c'est comme si tu bouges plus à l'intérieur de la compagnie, que la formation, t'as-tu rencontré des employés qui l'ont utilisé? Ou lui, t'as-tu donné ton partner de danse, ton client, t'as-tu donné un peu de feedback de les employés aiment ça, les employés trouvent ça tough, ceux qui sont plus vieux, il faut les adapter plus, tu sais? Ouais, les feedbacks à l'interne étaient super bons au début. Eux, le portail de formation est vraiment axé pour leurs concessionnaires, donc des revendeurs ou qui vont revendre, dans le fond. Beaucoup de manufacturiers passent par la distribution, des concessionnaires pour vendre leur équipement. Donc, l'aspect de formation, de service souvent est vers eux. Des fois, c'est à l'interne, ça dépend lesquels. Donc, c'est beaucoup pour l'utilisation externe. Puis les feedbacks ont été super bons. Là. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont validé puis qu'on amène aussi nos clients à vouloir valider très tôt là, dans le processus dans la preuve de concept là, qu'on va réaliser avec eux. Mais c'était super positif. Ouais. Très cool. Puis des clients comme ça ou tous les autres dont on a parlé, ça arrive comment dans votre pipeline? Genre, votre acquisition, c'est structuré comment chez Visao? Ouais, ben ce client-là, ça a été vraiment du outbound. Donc, nice. On fait des séquences d'automatisation avec du email, avec des touchpoints aussi sur LinkedIn, avec nous, la question de cold call, des appels, fait vraiment une bonne différence. On essaie beaucoup plus dans notre technique de prospection, par exemple, sur LinkedIn ou par email. On n'est vraiment pas en mode closing, on est vraiment plus, nous, en mode de vouloir éduquer ou informer la personne, genre nurturing, de dire, OK, c'est qui lui, c'est quoi Visao déjà, comme au moment là où ce qu'on appelle, la personne est en connaissance de, OK, c'est toi qui m'as envoyé l'email, j'ai vu ce que tu fais. Là, ils peuvent poser des questions puis embarquer, là, vraiment, c'est ça, amener la personne vers un appel exploratoire. Donc, spécifiquement, eux, c'est comme ça. Fait que le outbound joue les séquences de outbound qui sont pas purs email, beaucoup email, mais il y a des appels là-dedans comme touchpoints, il y a des pings ou des, je sais pas quoi, sur LinkedIn, des contacts que tu fais. Exact. T'es-tu tout seul à taper ce bout de commercialisation-là ou tu as un support? J'ai un support, Alexia, qui est coordonnatrice vente marketing. Au moment qu'elle a commencé avec nous, c'était comme stagiaire, qui a fait 2 ans de stage avec nous. Puis, t'es super bonne là, depuis le début. Puis, tu sais, quand une personne met les efforts, de vouloir apprendre que la drive, ça vient des deux côtés. Donc, on investit avec des différents, même comme du SEO pour justement des séquences d'automatisation. On avait accès à plein de ressources, entre autres, avec le Santec, fait que pour vraiment bien la coacher puis mettre en place des belles campagnes. Donc, c'est vraiment elle qui drive toute notre stratégie. Évidemment, j'aide à donner des directions au niveau, surtout de la qualification puis les marchés vers lesquels on va aller parce que même machinerie industrielle, c'est large. Il y a des machines de traitement des eaux, de tri de recyclage. Ça peut aller un peu n'importe où, là, donc... Ce que je trouve débile, dude, là, comme genre de noob, là, c'est à quel point il y a beaucoup de ces choses-là qui sont invisibles. Genre, t'as l'impression que ça existe pas, genre... Ben, la déneigeuse, c'est sûr que genre t'as voix en crise, là. Ouais. Mais, mettons, tu sais, des machines de tri de recyclage. Il y a tellement d'autres d'infrastructures physiques qui est comme abstraite de nos vies quotidiennes. C'est riche en opportunités d'affaires, comme Visao s'en est la preuve. Maintenant. Exact. Au Québec, on a un marché manufacturier exceptionnel, puis beaucoup... En plus, nous, c'est beaucoup le type d'entreprise qui va avoir le plus de succès avec nos clients. C'est des, je sais pas, un 300, 500 employés et plus, sans être nécessairement une multinationale cotée en bourse où tu as des cycles de vente, d'implémentation, puis on a des clients comme ça, puis c'est beaucoup, beaucoup plus long. Puis pour une start-up, moi, je savais depuis le début, je voulais pas bootstrapper. On veut pas générer des ventes juste dans un an. J'en ai besoin dans une couple de mois, tu sais. Fait que nous, il y a un fit comme ça, puis la présence de des entreprises comme ça au Québec là, qui est incroyable, puis comme tu dis, qui sont vraiment méconnues, à part des fois du monde dans l'industrie ou dans la région, parce qu'ils engagent beaucoup de monde. Aussi, puis on a des expertises dans plein de niveaux, là, dans l'équipement agroalimentaire, dans l'équipement, de tout, évidemment, de la neige, on en a ici, fait qu'on fait des machines pour gérer ça aussi. Fait que c'est un des points qui me passionne le plus. Puis je pense même notre équipe aussi à voir la diversité de clients qu'on peut avoir juste localement. Puis tout le savoir-faire qu'il y a ici. Puis que nous, à la fin de notre travail, c'est de leur donner plus de visibilité puis des outils à justement montrer qu'est-ce qu'ils savent faire. What the fuck is going on?
j'ai vu en gossant sur votre site qu'il y avait HubSpot qui était utilisé. Est-ce que HubSpot comme outil joue un gros rôle dans l'acquisition ou il y a d'autres outils aussi à mentionner? Ouais, on a plus des tools. En ce moment, c'est pas basé dans HubSpot, là, comme pour nos séquences justement de touchpoint, toute notre cadence. Nous, on utilise, là, on vient juste d'implémenter Lemlist, qui est vraiment bien fait pour de la personnalisation aussi de messages. Nice. Donc, après, pour la prospection, pour nous, on ne fait pas à l'interne. Nous, on travaille avec une agence pour faire les appels téléphoniques pour nous. On geste surtout pour commencer les premières démarches, pour juste valider si ça fonctionnait. C'était plus simple, plus rapide que d'engager à l'interne. Puis, on a choisi un super bon partenaire. Avec lequel, finalement, on s'est dit, plutôt que d'investir dans un SDR, par exemple, une personne qui ferait ça à temps plein, mais on s'est amené à vouloir plus diversifier nos funnels. Donc, investir en SEO, investir dans des formules de partenariat pour venir diversifier aussi la manière qu'on allait acquérir nos clients pour aussi déterminer les différents taux de succès, les coûts d'acquisition selon lesquels avaient plus de succès, puis miser vraiment avec plus de certitude pour la suite, dans le fond, sur lesquels on allait focusser. Là. Intéressant, ça. Puis eux sont où sont au début, au milieu, à la fin de la cadence du outbound process? Ouais, c'est une bonne question. Nous, c'est prospection, shit in, shit out. Fait que si tu ne qualifies pas à l'entrée, tu vas appeler n'importe qui puis contacter tout le monde. Fait que tout ce qui est de qualification, des listes des gens puis des compagnies qui vont te contacter. On fait un tri, dans le fond, toutes nous à l'interne, ce qui est le travail justement de moi et Alexia. Fait que ça, je pense on préqualifie tout ce qui est envoyé à justement, comme évidemment, le temps de faire la prospection téléphonique, ça prend plus de temps, c'est plus coûteux que juste envoyer un courriel. Donc, on veut s'assurer qu'ils mettent leur temps sur des gens, des business qui sont qualifiés. Donc, nous, on s'occupe vraiment de la partie data qu'ils vont utiliser. On va générer, dans le fond, ça peut dépendre selon les types de campagnes qu'on va faire, parce qu'on peut en faire par rapport à des expositions, par rapport à des événements, certaines juste random un peu plus. Donc, on essaie toujours d'avoir une cadence justement pour que la personne qu'on veut interpeller ait reçu un touchpoint par LinkedIn. Donc, demande de connexion, d'avoir été sur leur profil, d'avoir été après, d'avoir été aussi par email. Puis, si tout le monde, inquiétez-vous pas, on le fait pour de vrai aussi. Moi aussi, je le fais d'une manière qui n'est pas automatisée. Mais ça, disons-le, on réchauffe un peu plus de cette manière-là avant. Puis après, on va passer l'appel, dans le fond, pour vraiment un peu amener la conversion de cette personne-là en une démo. Là. Ouais. Mais la firme fait seulement les appels ou aussi... Juste les appels. OK, c'est bon. Juste les appels. Nous, on se synchronise avec eux. Ouais. C'est bon. OK, c'est bon. C'est vraiment intéressant, man. Puis, j'ai vu aussi que sur le website, il y avait des case studies, des études de cas de comment tel client a généré plus de ventes avec Visio, par exemple. J'ai vu aussi qu'il était email gated. Que genre, tu sais, ça, c'est des gated assets en contenu marketing puis en vente, c'est un classique là, pour faire du lead gen puis tout ça. Ça a-tu marché? Ça a-tu été un gros play pour vous? Ou? Ça a été un play, mais pas un gros play. Parfait. Justement, quelque chose qu'on voulait tester à dire, OK, est-ce que c'est quelque chose que, évidemment, mettons, quand on va être dans un processus d'exploration avec un client potentiel, ben là, on va leur envoyer directement la documentation. Donc, on voulait voir est-ce que il y avait suffisamment de conversion ou d'envie qui allait être générée de cette manière-là. C'est ça, comme je te disais, ça n'a pas été un gros lead creator, si on veut, de notre côté jusqu'à maintenant. Mais écoute, ça implique plein d'autres éléments aussi là, dans notre site web puis dans notre funnel d'acquisition. Donc, vous pourriez faire des ads avec ça aussi. Exact. Vous n'avez pas, mettons, craqué ça à 11. Là. Non, du tout. Là. Okay. Ouais. Mais c'est intéressant, vraiment. Puis, vous frontez aussi sur le website, tu sais, genre de l'intégration avec plein de website builders, de CMS, tout ça. Est-ce que vous avez un play marketing d'intégration? Genre, les intégrations, ça a-tu joué un bon rôle? Oui, vraiment. De plus en plus, comme notre stratégie de go-to-market pour lancer, disons-le, ça fait à peine 1 an et demi, là, juste qu'on a commencé le go-to-market. Fait que c'est quand même déjà vraiment récent là, avec le modèle SaaS. Fait que ça a été vraiment, nous, de la vente directe pour des questions de rapidité, de contrôle, de rentabilité aussi. Mais de plus en plus avec des partenaires, justement, pour des modules de e-com, donc des firmes ou des logiciels qui vont utiliser du e-com. Ça va être intéressant. Comme je parlais un peu plus tôt, nous, c'est surtout beaucoup de la formation en ce moment, beaucoup d'attrait pour nos clients
ainsi que pour nous, puis vraiment une belle valeur de notre produit. Donc, pour des LMS, comme on a en exemple un partenaire dans la région, là, dans le nord de Montréal, qui est Devor, donc qui ont un logiciel de e-learning en ligne où eux vont tout gérer la composante portail, donc la gestion des accréditations, des paiements, s'il y a des formations qui sont payantes également. Donc, nous, notre composante est uniquement, disons-le, visuelle, et eux vont utiliser l'API pour faire les appels, dans le fond, nécessaires, dans le fond, sur le modèle 3D dans la visionneuse, par exemple, la séquence de démonstration ou de formation qu'ils veulent faire. Là. Mais là, un partner comme ça, qui est une plateforme en soi, ils ont développé leur propre plateforme, ça se connecte à d'autres trucs. C'est vraiment cool pour distribuer ton offering, mais ça naît comment? Ça apparaît comment? Genre, t'as connu le dude t'a écrit. Qu'est-ce qui s'est passé? De ce côté-là, ça a été simplement, on s'est croisé à un salon industriel, c'était à Drummondville, déjà là. Puis l'idée a commencé à germer, de nos deux côtés, à dire comme, ça pourrait vraiment être bon. Puis encore une fois, il faut trouver un premier client pour faire avancer ça. Ouais. De notre côté, justement, le client chez La Rue, eux de l'autre côté, il avait fait le développement custom. Puis je pense que le projet a très bien été et tout. Okay. Mais c'est certain qu'en termes de rapidité, de coût, d'expertise, c'est d'avoir des partenaires comme ça, des firmes qui développent des LMS, vraiment des portails, ça donne beaucoup plus de flexibilité de ce côté-là. Puis c'est certain que nous, de notre côté, évidemment, avec Devor, au niveau québécois, on peut viser puis avancer ça beaucoup plus, mais il y a d'autres firmes qui peuvent en faire en Europe, en Australie, aux États-Unis, avec lesquelles on peut venir amener de la valeur en termes de notre solution pour le contenu visuel qui est généré dans la visionneuse. Fait on se marche vraiment pas ses pieds, puis on apporte une belle valeur, dans le fond, là, pour des clients de leur côté qui en auraient besoin. Des genres de channel partners, je me rappelle plus exactement comment le dire, mais c'est un beau modèle de distribution quand tu réussis à le faire marcher, puis ça semble être une bête en soi, le 3D, la visualisation, même le AR, fait que probablement justement que ces partners-là veulent pas se faire chier avec ça. Disons, comme vous, c'est votre expertise. C'est ça. Écoute, ils peuvent se lancer évidemment à le faire, là, mais spécifiquement, je pense que c'est beaucoup plus rentable d'avoir un partenaire comme nous pour aller de ce côté-là. Puis, c'est ça. En ce moment, ça n'a pas été il n'y a pas un focus des efforts énormes à faire là-dessus, mais on voulait valider évidemment si ça fonctionnait et commencer là-dessus. Mais je pense qu'à court, à moyen terme, pour d'expansion, surtout à l'international, ça va être un gros play pour nous. Ouais, c'est hot, man. Ouais. Puis, tu parlais de rentabilité, justement. Ton pricing model, ça ressemble à quoi? Nous, dans le fond, on n'est pas un pricing qui est par site. Donc, on fait des licences organisationnelles. Donc, c'est bon. Justement, comme La Rue, eux, ils ont leur entité. Donc, on peut faire des licences aussi pour des groupes. Nous, c'est vraiment driver vers les fonctionnalités. On a des packages de fonctionnalités selon un peu les types de personas puis les utilisations qui vont être faites et les utilisations. Donc, si tu vas utiliser tel set de features, mais tu veux avoir beaucoup plus de produits, beaucoup plus de visionneuses, ben là, on ajuste, dans le fond, le pricing en conséquence. Donc, penses-tu que ton pricing est complexe? En ce moment, non. Non. Je pense qu'il n'y a pas de feedback comme ça des clients. Non, on a vraiment voulu le simplifier dans un langage que les gens comprennent. OK, produit égale utilisation égale une visionneuse. Donc, le calcul se fait assez vite. Puis, en termes de fonctionnalité, ils peuvent comprendre qu'il y en a certaines, comme des analytiques qu'on a, qui sont un peu plus premium, qui vont avoir accès dans certains packages. Là. Puis, comment tu l'as designé, Tom? Genre, t'as-tu fait de l'essai-erreur? Je veux dire, c'est un levier tellement tricky, le pricing, genre. Tu parlais des choses des fois qui m'empêchent de dormir. S'il y a bien quoi que je rumine dans ma tête constamment, tu sais, puis pas juste, puis c'est pas à vrai dire juste, ça serait juste pour du greed, mais vraiment pour le simplifier, comment on peut le maximiser pour, tu sais, il y a des fois certaines entreprises, parce que, encore une fois, mettons, un modèle 3D, comme on parlait, ça peut tellement être, un modèle, ça peut être une table, comme ça peut être une machine qui fait, tu sais, 10 mètres par 20 mètres, fait que tu prices de la même manière, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il y a des gros cheminements qui se font en ce moment là-dessus, là, surtout avec les updates qu'on amène au portail puis aux visionneuses. Fait que ça tend à évoluer, puis c'est normal que ça évolue aussi, là, mais so far, so good. Mettons, tu avais ballpark, combien de fois le pricing, depuis que vous êtes en modèle SaaS, a changé? On est-tu dans le une fois ou dans le 6 fois? Plus dans le une fois, plus à bien segmenter les packages. Je dirais, moi, surprenamment, là, pour le plus gros challenge qu'on a par rapport à notre pricing, nous, c'est la portion récurrente. Parce que, par exemple, des logiciels CAD, c'est des logiciels qui sont on-premise. Il y a encore beaucoup d'on-premise dans l'industriel. Donc, c'est comme encore l'idée de j'achète mon logiciel,
c'est à moi, je le garde, je touche pas, puis ça reste sur mes affaires. Puis il y a encore une éducation à faire au niveau du modèle SaaS. Puis des fois, je vais essayer d'aller pousser assez loin pour démontrer à quel point, puis c'est pas pour rien qu'on fait là-dessus, là, pas juste parce que c'est un modèle intéressant évidemment pour nous, mais aussi pour le client en termes d'update, en termes de coût initial et tout ça. Puis c'est surprenamment encore dans un pitch deck, j'en ai une qui est tout le temps en background, je sors pas tout le temps, mais vraiment pour expliquer c'est quoi l'avantage de ça par rapport à du on-premise et du custom, là, parce que mais il y a certains clients que ça peut être plus intéressant dans ces formules-là, tu sais, ça c'est vrai, mais la grande majorité des clients ça l'est pas, tu sais, mais il y a encore vraiment une éducation de ce côté-là. Très intéressant, d'autres. Ouais. Très, très, très intéressant. J'en prends bonne note. Y a-tu une ou des erreurs, mettons, que tu penses que tu as faites que tu serais game de partager? Oui, de mon côté, quand on a commencé le développement de la plateforme SaaS, on était, dans le fond, là, ça a coïncidé avec la pandémie, un afflux de subventions, moi une baisse de revenus parce qu'on faisait du service avant. Puis on avait juste migré une couple de clients qui étaient intéressés sur notre nouvelle plateforme SaaS. Donc, c'est ça, on avait accès à beaucoup de financement pour le développement du produit. Donc, c'était vraiment le focus qu'on avait à ce moment-là. Puis, ce qui a amené beaucoup de mon focus à moi aussi, uniquement, dans le fond, dans le développement du produit. Oui, parce que là, tu as plus de dev, tu as plus de cash pour le produit. Fait que t'es comme genre... Exact. Puis, ce qui m'a amené au point où on a voulu lancer le premier go-to-market, à sous-estimer le travail. Puis même, j'avais un background moi-même de vente puis de prospection, à sous-estimer le travail que j'allais mettre pour générer les ventes. C'est comme, OK, on va aller avoir les 10 prochains clients, on dirait que ça allait se faire un peu comme ça. Puis on dirait que comme on avait beaucoup d'influence, mettons, on était très technique là, à ce moment-là, puis en proportion aussi dans l'équipe. Fait que ça m'a amené même à sous-estimer ça. Fait que ça a pris quasiment là, 6 à 12 mois pour moi de comme comprendre que OK, je devais mieux m'entourer parce que c'est ça, au début, je voulais trop le prendre sur mes épaules puis tout faire. Fait que c'est là que justement d'avoir Alexia, d'avoir des partenaires à l'externe. Tu sais, des fois, ça peut se faire d'une manière aussi différente. Ça, c'est ma coach au Santec qui me l'avait dit. Tu sais, c'est quoi tu veux faire, c'est pas comment tu vas le faire. Parce que là, j'étais là, mais faut peut-être quelqu'un en vente de mon côté. C'est pas ça, tu veux faire des appels téléphoniques. Tu sais, c'est pas besoin d'engager quelqu'un. Fait que là, d'arriver à tes fins avec les moyens aussi que tu as. Fait que, ouais. Mais tu penses-tu, Tom, que... Parce que moi, je t'écoute parler, puis je suis genre... Probablement que c'est aussi un des gros challenges des solo founders. C'est que, vu que tu n'as pas de séparation de responsabilité claire qu'un co-founder, mettons, technique, puis un plus commercial, ben là, tu peux te ramasser dans tout, man. Ouais. Surtout au tout début, là, même en ayant le corps, là, maintenant, rendu à 7, les positions s'identifient mieux, les rôles aussi. Fait que là, maintenant, c'est beaucoup... plus facile, mais c'est certain que je peux jamais mettre un effort à zéro dans rien. Je peux pas arrêter de faire du financement. Il faut que je performe en financement. Je performe en vente. Également dans les responsabilités de recrutement. C'est certain que là, j'ai des membres techniques qui vont m'aider à ce niveau-là. Mais c'est ça. C'est un des gros défis. Pour moi, c'est vraiment le plus gros défi en ce moment, de manager tous ces différents chapeaux-là que je fais. C'est un classique, c'est je pense. Puis, tu as mentionné le Santec. Tu veux-tu nous en dire un peu plus sur ça? C'est à Montréal, right? C'est à Montréal, exact. De l'ETS. Moi, préalablement, quand j'étais en service, j'étais avec le camp, dans le fond. Oui, à Québec. Puis, j'ai adoré l'équipe qui était là-bas. Ce qui m'a amené à vouloir aller au Santec, à ce moment-là, je voulais vraiment, premièrement, m'ouvrir des portes à Montréal. Donc, fait que c'est quoi le Santec, mettons? Le Santec, c'est un incubateur, dans le fond, d'entreprises technologiques qui sont très deep tech. Okay. Donc, il y a des entreprises qui ont un sous-programme en medtech, même pour des appareils ou genre des vaccins, des trucs comme ça. Sinon, il y a beaucoup d'entreprises en développement de logiciels qui vont là-bas. Honnêtement, il y avait une grosse réputation, puis en ayant passé dans le programme, c'était vraiment là, pour moi un gros levier dans le développement de la business, avec l'écosystème, les gens qui ont été impliqués, qui ont été amenés. Maintenant, j'ai fait le programme Accélération qui est sur 3 mois, 12 semaines, vraiment, où ce que tu te fais rincer d'activités, de pitch, puis tout ça, puis c'est intense, là, honnêtement. T'étais-tu à Montréal pendant ce temps-là? Nous, comme c'était la pandémie, avant le programme, on devait être présentiel là-bas. Fait que moi, je pensais aller là-bas. Puis finalement, avec toute la suite des événements, j'ai jamais eu à y aller. On a tout fait à distance. Mais maintenant, aujourd'hui, quand
comme on a la moitié de notre équipe, justement, qui est à Montréal. Je savais même pas ça. Ouais, c'est ça. On a la moitié de l'équipe qui est à Montréal. Ben, je vais assez régulièrement, puis rencontrer les gens là-bas. Puis ils ont vraiment à cœur, honnêtement, l'intérêt de l'entrepreneur au centre de ça. Puis ils ont des gens, des managers là-bas qui sont vraiment exceptionnels pour leverager l'organisation puis le faire bénéficier aux entreprises qui sont là. Fait que ça a un impact positif. C'est-tu quelque chose qui est difficile de rentrer là-dedans? Comment t'as connu ça, genre? Ouais, ben je l'avais connu par Startup Montréal. Non, c'était Startup Fest. J'avais assisté, puis j'avais rencontré des entrepreneurs là-bas qui étaient là-bas, puis ils me l'avaient fortement suggéré. Fait que moi, ça cochait plein de cases là, pour le fait de développer mon réseau là-bas, pour autant commercial, réseau aussi pour du recrutement, puis juste l'écosystème montréalais. Fait que moi, ça cochait plein de cases de ce côté-là, donc il m'avait été référé. Puis, c'est un super programme, honnêtement. Là. Puis ta team, es-tu mostly distribuée? Vous avez des bureaux ici et à Montréal ou pas à Montréal et ici? C'est quoi le setup? Ouais, ben tous nos employés à Montréal sont techniques. Donc, à ce moment-là, pour moi, je tente tout le temps le pouls de leur côté. Est-ce que vous avez besoin de... on se prend sur un local ou on se prend... C'est ça. C'est quand même on est encore en ce moment-ci une petite équipe. Là, fait que, mais il n'y avait pas de besoin. Puis les gens étaient vraiment à l'aise. Puis moi aussi, j'étais à l'aise qu'ils travaillent à la maison parce qu'encore une fois, ils prouvaient de me donner confiance. Donc, même chose pour nos employés techniques à Québec. Donc, il y a seulement moi et Alexia qui sont au bunker là, en ce moment. T'sais, nous, on favorise plus des activités trimestrielles en équipe où on se fait un petit meeting, justement, recap du dernier quarter, what's next, on se fait une belle activité, un gros souper, puis on a du fun. Puis juste ça, on dirait que ça amène un refresh, de revoir de connaître des nouveaux employés, de se revoir un peu avec ça. Fait que, so far, so good. Je dis pas que ça va pas évoluer avec le temps, mais en ce moment, ça fonctionne bien pour nous. Là, ça fait 5 ans, vous avez? Ouais, environ. Environ, mettons. Ouais. T'avais dit 4 ans et demi, excuse. Mettons, dans les 5 dernières années, là, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel, t'as-tu changé d'idée à propos de quelque chose? Si oui, quoi? La genèse de l'entreprise, comme j'expliquais un peu plus tôt, d'amener sa machine virtuellement, la démontrer là-bas, tout ça, c'est resté, je dirais, assez similaire. Comme j'expliquais un peu plus tôt, ce qui a le plus évolué, je pense, c'est que ce qu'on a découvert, c'est les autres applications. Comme moi, j'avais un background de vente, de commercialisation. Ouais. Donc, moi, un peu, mes œillères étaient là, puis c'était comme vente. Fait qu'on on va l'utiliser pour ça. Puis de plus en plus, ce que l'industrie, nos clients nous amènent à voir, c'est les différentes applications où ce qu'on peut bien performer aussi, parce que c'est pas vrai que des fois, il y a certaines applications qu'on pourrait potentiellement faire, mais c'est pas un low-hanging fruit du tout. Ça nécessiterait beaucoup de développement, puis nous nécessiterait de stretcher notre code base, puis tout ce qu'on fait, puis qu'on se sent pas à l'aise, mettons, de le faire à ce moment-là. Fait que c'est venu d'une manière organique. Fait que ce que je pourrais dire, c'est ça, c'est... maintenant, je pense qu'à moyen terme, il va y avoir beaucoup plus l'aspect de service après-vente dans les utilisations de notre client. Fait que, ça peut être c'est ça, il y a... Des fois, c'est religieux. Des fois, quand on parle de SaaS, là, le monde veut un play pur produit, que c'est self-serve, que t'as aucun contact avec le client. Ouais. Alors qu'il y a des modèles d'affaires que d'avoir soit des frais d'onboarding ou d'intégration ou des frais de service après-vente, ça fait du sens en crise. Là. Vraiment. Nous, ça a été... autant en ce moment, c'est notre service de production, évidemment... ça nous permet de gérer le momentum. Si on ferait ça à la fin, la réalité, c'est que nos clients, ils ont pas en ce moment, la majorité n'ont pas une personne spécifiquement attitrée à faire ce poste-là. Donc, si on attendrait juste ça, il y en a qui n'auraient pas les ressources ou les ressources n'ont pas le temps. Donc, nous, ça vient vraiment faciliter ce processus-là. Nous, à travers tout ça, ça a développé aussi une expertise. Puis aussi graduellement, nous, on amène cette expertise-là, puis on l'imbrique dans notre produit aussi. Ça, c'est aussi une des visions qu'on a, puis ce qu'on fait évoluer, c'est d'amener le plus de tours, surtout vers, je dirais, les processus de création de modèles, les mettre entre les mains de notre client. Donc, on a vraiment commencé à focusser vers la fin pour éditer la visionneuse, puis de plus en plus, ce qu'on amène le produit, c'est évoluer vers les mains, mettons, des ingénieurs, des concepteurs de produits pour leur fournir les tours
ont besoin. Donc, mais néanmoins, je regarde mettons une business comme Créaform, justement, qui sont nos clients. C'est une business de produits, tout le monde les connaît pour leur scan. Est-ce que peut-être du monde ne savent pas, mais c'est qu'ils ont une division d'ingénierie de 200-300 ingénieurs qui font du service de scan, eux autres aussi. Puis la réalité de ça aussi, c'est que ça va amener justement, évidemment, des revenus, ça va amener plus d'expertise dans l'utilisation des scans, puis ça va amener aussi des clients qui n'ont pas les ressources à dire, OK, telle personne, tel ingénieur va commencer à faire les scans, puis ils vont faciliter ces choses-là. Fait que ça peut amener plein de bénéfices, évidemment monétaires, mais en termes d'expertise, puis en termes de facilité pour ton client. Parce qu'à la fin, ça ne doit pas être une décision qui vient juste de toi, mais est-ce que ton client va venir de ça? Puis comment tu vois ton réseau de distribution, là? Si le monde veut plus de couleurs là-dessus, là, Julien Gobeil-Simard de Audi, il en a parlé exactement de son ratio service puis produit, comment que ça fonctionnait, l'équilibre entre les deux. Fait que, c'est juste super intéressant. D'autres, j'ai le goût qu'on finisse avec une genre de double question. Qu'est-ce qui est le plus tough puis qu'est-ce qui est le plus fun dans ta business aujourd'hui? Ouais. Ben, drôlement à dire, mais c'est un peu la même chose. Je pense que c'est ce qui est le plus tough, c'est justement d'avoir à travailler en UX, en UI avec le design, être impliqué dans le roadmap du produit, puis autant qu'à faire des démos, puis être à Drummondville hier avec tel client, d'être un peu... des subs. Ouais, exact, d'être vraiment all around. Donc, de m'assurer, c'est mon plus gros défi pour moi, vraiment la gestion de mon temps puis de mes efforts, parce que je voudrais être le meilleur dans tout, mais la réalité, c'est que j'ai 24 heures, comme tout le monde, dans une journée. Fait que, notre équipe d'employés en ce moment, puis je pense aussi que c'est un élément que je peux mentionner avec ça. Pas besoin nécessairement d'avoir des co-founders pour avoir des gens qui sont impliqués dans sa business. Très bon insight, mes employés, l'équipe, j'ai sens autant impliqué que moi. C'est certain que mon risque, la réalité est différente, mais je pense que ça peut se créer quand tu donnes des responsabilités puis tu involves tes gens aussi dans les décisions, dans les caucus, dans la prise de décision. Puis la meilleure décision, la meilleure idée, c'est pas nécessairement la mienne ou la tienne, c'est celle qu'on va penser ensemble. Fait que, mais bref, pour revenir à ta question, c'est ça, c'est d'avoir à me splitter un peu dans tout ça. Puis je pense que ce que j'aime le plus, ce qui me fait plus triper, c'est un peu d'orchestrer puis de voir aussi, avec le temps, quand tu es tout seul ou à 2 ou à 3, c'est encore un peu boiteux d'avoir une certaine cohérence. Ton message marketing, reflète-tu vraiment ce que tu amènes dans ton produit, puis qu'est-ce que tu vas dire à tes clients, puis ce que tu vas venir développer, puis toute ta loupe. Puis je pense qu'on a vraiment une belle équipe en ce moment parce qu'on amène vraiment une cohérence en ce moment entre ce qu'on développe puis la valeur que ça va amener pour les clients, comment on le livre dans notre service, puis comment on va le vendre, on va le communiquer avec nos clients, puis on les amène dans des projets avec nous. Fait que c'est vraiment l'ensemble de ça, je dirais. Là. C'est beau de voir ça évoluer puis de voir que c'est pas juste toi qui te salis les mains qui fait évoluer ça aussi. Non, c'est ça. Je pense qu'il faut laisser la place aux gens. Puis j'essaie d'amener une culture qui est de reconnaître. Puis quand on fait une erreur, il faut l'admettre, il faut le reconnaître. Puis de ce côté-là, puis pas commencer à taper sur les doigts. C'est certain, si c'est des erreurs de négligence, forte négligence, on s'entend, là, mais... Vraiment, d'avoir une culture que c'est normal, que ça arrive, de comprendre pourquoi ça arrive. Puis après, je pense de cette manière-là, puis dans tes décisions que tu prends. Puis à la fin, je pense que les gens dans notre équipe se sentent vraiment impliqués. En tout cas, je le souhaite. Dude, je trouve ça fascinant comme parcours. Puis je suis stoked que tu sois venu en parler puis creuser avec moi. Toi puis moi, on est en train de cuire dans notre petit studio. Tranquillement. Donc, on wrap up là-dessus. Merci, mon gars. All right, merci.